Salut les amis, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette cérémonie des Vaquita Awards, la cérémonie, merci pour cet accueil, la cérémonie qui récompense les femmes et les hommes qui se battent pour la nature et les animaux. En ce moment c'est pas trop la mode, hein, c'est plutôt l'inverse, mais à Vaquita ça nous tient à cœur, donc on est super content d'être là et de rien lâcher. Et c'est la deuxième fois qu'on organise cette cérémonie. Cette année on a voulu faire les choses en grand, il y a pas mal de changements. Le premier des changements c'est que je ne suis pas tout seul pour présenter cette soirée, puisque je suis très bien accompagné. Swan Périssé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. On ne te présente plus humoriste de grand talent. En plus d'être très drôle, tu essayes d'être très écolo aussi. Voilà. Et attends, et quand tu m'as dit que tu allais me présenter comme ça, je me suis dit mieux vaut être très drôle et essayer d'être très écolo que très écolo et pitoyablement essayer d'être drôle. Donc voilà, je sais pas ce qui est de mieux pour la planète, mais en tout cas je suis là et je vais faire des petites blagues car Hugo Clément n'est pas très drôle. Merci beaucoup, merci d'être là Swan, on est ravis que tu sois avec nous. On va être ensemble toute la soirée ici à la Caserne à Paris, c'est un lieu magnifique. Merci à eux de nous accueillir. Merci aussi à nos partenaires de la Biocop qui nous permettent d'organiser cette soirée. On est très fiers, très heureux de les avoir comme partenaires. Grâce à eux, pendant toute cette cérémonie, on va rire, on va boire, on va manger, bio évidemment. Et surtout, on va donner de la force à toutes celles et ceux qui se battent pour l'environnement, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Et grâce à eux, on a des choux romanesco crus sur la table. Donc, à tout moment, si vous voulez croquer dans une courge, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous soutenir et nous donner de la force à Vaquita, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et sur notre site vaquita.fr. Ça permet de financer nos enquêtes. Je pense qu'on est bon, on peut y aller. Ouais. On commence par la liste des personnes qui seront récompensées ce soir. Avec grand plaisir. Pour nous accompagner tout au long de cette soirée exceptionnelle, on aura l'honneur d'être avec des invités qui ont marqué l'année par leur engagement pour la planète. Parce que même si parfois c'est angoissant, il y a eu quand même des victoires écologiques cette année. On a eu plein. Et aujourd'hui, on va avoir avec nous le fondateur de Sea Shepherd, Paul Watson, et la présidente de Sea Shepherd France, Lamia Essemlali. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue. On aura... Bienvenue, asseyez-vous. Bravo. D'être sorti de prison, on aura... Pardon, on aura aussi l'honneur d'être avec la dessinatrice et scénariste engagée pour le bien-être animal, Coco, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Bienvenue Coco. Et on aura la primatologue qui nous inspire et nous motive à nous battre pour les chimpanzés, Sabrina Krief, s'il vous plaît. Merci d'être là, Salut Sabrina, bienvenue. On sera également avec l'ardent défenseur des forêts et la bête noire de ceux qui détruisent les arbres, Sylvain Angerand de l'association Canopée. Welcome. Bienvenue. Et moi, il ne me serre pas la main, mais c'est pas grave. Non, tu n'es pas un arbre. Il est trop impressionné. On aura aussi la chance d'être avec l'entrepreneuse qui a révolutionné la lutte anti-gaspillage. Merci d'accueillir Lucie Vache. Bravo, bravo, bravo. Super badass. Bravo. Hello, bienvenue. Et merci d'accueillir également Gilles Moine et Laurane Mouzon-Moine du Centre Athénas qui font un boulot de dingue pour protéger et sauver les derniers lynx en France. Bravo, bravo. Bienvenue, bienvenue. Il en reste vraiment pas beaucoup. Non, je parle des lynx, il en reste des lynx, pas beaucoup. oui. Donc on sait pas trop s'ils bossent bien, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Alors et enfin, on aura la chance de manger. Non, pardon, d'accueillir quelqu'un qui aime bien parler de manger. Pardon, je m'enflamme, j'ai faim, je gargouille. On aura la chance d'accueillir un peu plus tard dans la soirée le chef engagé pour le zéro déchet, Éloi Spindler. Ben non, en fait, il est là. Oui, pardon, il est là. Il est arrivé. Eh oui. En fait, on l'a attendu pendant 2 heures. Mais Oui, c'est ça. Désolé. Bienvenue, Éloi. Merci d'être là. Ça en fait du beau monde, mais ce n'est pas tout. Ouais, parce qu'on aura aussi des invités de prestige en plus d'avoir des récompensés. On a des gens qui nous font le plaisir et l'honneur d'être là ce soir avec nous, notamment Fra des Chacaponques qui est là ce soir. Ouais. L'arboriste, j'ai jamais entendu parler de lui comme ça. L'arboriste, cofondateur du GNSA, figure incontournable de la lutte contre la 69, mon futur mari Thomas Braille, s'il vous plaît. Il n'est pas au courant c'est mon futur mari. C'est pas la première fois qu'elle essaye. Allez, toutes les occasions sont bonnes pour essayer de le pécho. L'ambassadeur. On aura l'ambassadeur de la nutrition végétale, Thomas Loeffer, alias Chef Tommy, s'il vous plaît.
Il est où, chef Tommy? Ah, il est là. Il est déjà assis. Bienvenue, chef Tommy. On aura également la fondatrice du sanctuaire Coexister, Virginia Mercus. Merci d'être là, Virginia. La chanteuse Suzanne. Merci d'être là également. Le reporter et ami fidèle Martin Veil qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Le comédien et humoriste Florent Père. Merci Flo d'être avec nous ce soir. Et les artisans Manu Lerendu et Benoît Vautier qui nous ont fait nos magnifiques trophées comme l'année dernière. Regardez, je vais vous montrer comme ils sont beaux. Voilà, les trophées des Vaquita Awards 2025 en chaîne massive des Vosges. C'est très important de le préciser. Chaque personne récompensée ce soir aura un trophée Vaquita Awards qui représente la flamme qui anime chacun et chacune d'entre nous qui nous battons pour l'environnement. Et non pas le Rassemblement national. Alors, pardon, ça casse l'ambiance. On aura l'immense plaisir de finir la soirée en musique. Ça va être incroyable. On aura l'immense plaisir d'avoir un DJ set exceptionnel de Moziman. T'es chaud, Quentin? Ça va se passer à la toute fin de l'émission, donc restez avec nous. Bah, je pense qu'on est bon. Ouais, allez, le moment est venu de remettre la première récompense. Ouais, ça marche, c'est parti. Let's go. Alright. Il a passé 149 jours en prison et les enfants le prennent encore pour le Père Noël. Il est venu ce soir avec celle qu'on aimerait tous savoir si on se retrouve un jour dans la merde à l'autre bout du monde. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Paul Watson et Lamia Semlali. Paul et Lamia, on est hyper fiers, hyper heureux de vous remettre le premier trophée de cette soirée des Vaquita Awards, le trophée des symboles de l'année 2025. Je pense que vous l'avez bien mérité tous les deux. Voilà, Paul, on te le remet au nom de Vaquita. Merci. Et à qui vous avez envie de le dédier, ce trophée, ce soir? Well, to everybody who stood by me while I was in prison in Greenland, which is a lot of people. Donc moi, je dédie ce trophée aux baleines qui sont notre plus grande inspiration. Même si c'est pas très original, c'est authentique, c'est vrai. Alors, on vous a demandé à tous les deux de choisir l'image de l'année que vous avez retenue. Vous avez choisi celle-ci, la photo de la prison de Nuuk, au Groenland, qu'on voit au milieu de cette étendue de glace. C'est là, Paul, que tu as passé plusieurs mois en prison. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ça aujourd'hui, maintenant que vous êtes libre et ici en France? Well, it's a lot more comfortable than it looks. C'est beaucoup plus confortable que ça n'y paraît. C'est vrai que moi je suis venu te voir au parloir et à l'intérieur c'est assez étonnant. Il y a des grandes baies vitrées, les détenus circulent librement la journée. Et je crois qu'ils avaient des traitements de faveur que tu n'avais pas. Oh yeah, they let some of them out to go hunting. Oui, en fait, certains des prisonniers avaient le droit de sortir et d'aller chasser dans la journée. Give them a gun, go hunting. Voilà, on leur donnait des armes et puis ils pouvaient aller chasser. Les prisonniers. Paul Watson s'était mis à chasser tout à coup, ça aurait été hyper bizarre, quoi. Surtout les phoques et les baleines. Ouais, pour le coup. Il y avait des baleines en plus qu'ils pouvaient voir depuis sa prison. Donc. Mais donc ils laissent des prisonniers sortir avec un flingue pour aller chasser pendant la journée, des gens condamnés. Well, I said, you give them a gun and then they can just go anywhere. And they said, well, where are they going to go? And I go, well, where am I going to go? En fait, ce qu'il disait, c'est que Nuuk, c'est vraiment hyper isolé. Tu peux pas partir par la route. Tu peux évidemment pas t'enfuir en avion si tu es prisonnier. Donc, il disait quel est le risque qu'il s'évade. Du coup, Paul leur a dit c'est la même chose pour moi. Parce que nous, ce qu'on essayait d'obtenir pour lui, c'est une libération sous caution qui reste à Nuuk, mais pas dans sa prison. Et donc, bon, ils n'ont pas voulu, mais voilà, il partait du principe que de toute façon, il n'y a aucun moyen de s'échapper de Nuuk. Donc, il pouvait très bien aller chasser dans la journée parce que c'est culturel et voilà, c'est assez particulier. Hein, Combien de jours en tout tu as passé en prison? 140 5.5 months. C'est encore moins précis, 5 mois et demi. 5 mois et demi, ok. Alors avec Vaquita, on a suivi cette affaire depuis le début. On s'est rendu sur place au Groenland dès le moment de ton arrestation, Paul. Et on était aussi là pour ton retour en France. C'était le 21 décembre dernier, place de la République. On regarde quelques images. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Paul et Lamia. Merci beaucoup for coming out in the rain. Merci d'être venu sous la pluie. And for all of your support over the last 5 months. Et pour tout votre soutien ces 5 derniers mois.
Ça vous fait quoi de revoir ces images aujourd'hui, tous les deux? Oh, it was quite an honor. Merci. Il est très stoïque, donc en fait, c'est le maximum de l'émotion que vous allez obtenir de lui. Hein, il y avait Will qui essayait de le faire pleurer en prison. William Thorpe qui allait le voir. C'est pas possible, il est au max. Non, c'est hyper émouvant. En fait, vraiment, ça nous a aidé à tenir pendant tout ce temps-là. On s'est pas senti seul, en fait. Et clairement, c'est ce qui lui a permis de sortir de prison. C'est ce soutien de l'opinion publique, particulièrement en France. Et c'est vrai que Vaquita a joué un rôle important aussi pour nous aider à communiquer sur toute cette histoire. Ça a permis d'embarquer les gens avec nous. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Et le retour en France, il a été génial parce que moi, quand j'allais voir Paul en prison, j'essayais de lui communiquer un peu tout ce soutien-là, mais il n'avait aucune image, aucun accès à Internet, rien du tout, quoi. Donc là, il a pris conscience quand même de l'ampleur du soutien et il s'est mis à apprendre le français. C'est électrisant, tous les jours. comme tu peux le voir. Voilà, il n'a pas besoin de moi pour. Non, mais you started French courses. Il a été capable de dire merci Ouais. beaucoup for your support. Dommage, mais bien tenté. Il sait dire aussi le singe sur la branche. That's the sentence. Ah, bien you have sûr. to say. Bien sûr, je lui ai appris ça tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a des tests à passer pour la nationalité française Oui. que tu Tout à fait. demandes. He said to have the French citizenship, you need to show that you are speaking French. That's the biggest challenge. Ouais. Lamia, tu as fait des dizaines d'allers-retours au Groenland donc pour aller voir Paul. Et il y a un aller-retour qui s'est passé de façon particulière où tu as été confronté à un nouveau challenge parce que je crois que tu t'es retrouvé sur ce vol. C'est ce C'est Francis Lalanne? Alors non, j'étais pas dans le vol avec lui. Ah mince. Mais il s'est un peu incrusté au Groenland? Il s'est mobilisé. Oui. Il s'est donc incrusté, ça devient mobilisé dans ta bouche, d'accord? Non, mais honnêtement, il a fait le déplacement et il s'est mobilisé avec son cœur, quoi. Paul, aujourd'hui, tu es libre, mais tu es encore sous le coup d'un mandat d'arrêt international qui est émis par le Japon et qui reste valable, en tout cas dans certains pays. J'aimerais qu'on regarde une image. Elle a été diffusée pendant que Paul était en prison au Groenland. C'est la plus grande entreprise de chasse à la baleine japonaise qui l'a diffusée. Sur ces images, on voit le Kangai Maru, qui est le nouveau baleinier japonais, le nouveau navire baleinier japonais, qui remonte à son bord un rorqual commun, je crois, qui viennent de chasser. Et donc la chasse continuait pendant que tu étais incarcéré au Groenland. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces images? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Well, we're going to do everything we can to stop it. We'll be going to Iceland this summer to stop the Icelanders, and we're prepared to intercept the Japanese if they return to the Southern Ocean. Donc finalement, Paul, ça t'a pas du tout freiné de vivre ça malgré la violence et tu serais prêt à risquer ta vie pour protéger les baleines? Well, I've been doing it for 50 years, so it's no different. Je le fais depuis 50 ans, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que, Suzanne, toi, tu avais vu ces vidéos? Est-ce qu'elles t'évoquent de la joie, du bonheur, de l'émotion? C'est très choquant ce qu'on voit à l'image. Là, moi, personnellement, j'ai du mal à manger et à regarder ça. Et j'espère qu'on fera tout notre possible, en tout cas, pour arrêter ce massacre. Et bravo encore à Paul Watson pour tout ce qu'il a vécu ces derniers mois. Merci. Merci du fond du cœur. Je pense que c'est quand même important de rappeler, Lamia, que la chasse baleinière est illégale aujourd'hui dans le monde depuis. Il y a un moratoire international les années 80. sur la chasse commerciale. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ces images, elles sont difficiles. Mais en fait, ce qu'il faudrait montrer, c'est la chasse du début à la fin. C'est-à-dire qu'il faut entre 25 minutes et 1 heure pour tuer une baleine. Donc c'est ça qu'on a du mal à appréhender. Quand on voit une baleine morte hissée sur le pont d'un bateau, c'est déjà assez choquant. Mais en fait, si vraiment on voyait toute l'ampleur de la mise à mort, et ils ne sortent jamais ces images-là, ce serait encore pire. Donc oui, il y a un moratoire international. Les Japonais chassaient dans le sanctuaire baleinier antarctique qui a été ratifié au niveau international. Ce qui est choquant, c'est qu'en fait, ce soit Paul Watson, Sea Shepherd, qui ait dû se mobiliser en Antarctique pour empêcher la chasse baleinière et que ce ne soit pas les États qui ont signé ce sanctuaire et ce moratoire qui l'ont fait appliquer.
Il y a eu une inversion des rôles en fait. Les États qui ne respectent pas la loi font passer ceux qui essayent de la faire respecter pour des voyous, quoi. C'est ça, quand ils accusent Paul Watson, si je parle, d'être des éco-terroristes, il y a complètement un inversement des valeurs, puisque ceux qui sèment la terreur dans le sanctuaire baleinier antarctique, c'est clairement les Japonais qui tuent illégalement des baleines. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut soutenir le combat de Sea Shepherd France et de Paul contre la chasse baleinière concrètement? On peut soutenir en suivant nos actions, en relayant nos actions, en rejoignant nos campagnes, en faisant des dons, parce qu'on n'a absolument aucune subvention publique. Et en fait, on finance les campagnes uniquement avec le don de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. D'ailleurs, 99,9% de nos dons, ce sont des petits dons mensuels. Donc on n'a pas de gros donateurs, et ça, c'est une énorme liberté. Ouais. Vous dépendez de personne, quoi. Vous dépendez pas du politique. On dépend de personne. On dépend vraiment du grand public uniquement. Merci beaucoup en tout cas, on était ravis de vous remettre ce trophée ce soir. On va maintenant accueillir notre prochaine invitée pour la récompense de l'artiste de l'année. Oui, elle est le coup de crayon qui titille l'ego de pas mal de monde, qui dérange beaucoup de monde, notamment les politiques. Elle est dessinatrice pour Charlie Hebdo, pour Libération. Elle dessine des politiciens, des religieux, mais aussi des chasseurs et tous ceux qui flinguent l'environnement. Merci d'accueillir la dessinatrice Coco. Salut Coco. Hello. Bienvenue, merci d'être là. Merci. On est ravis de te remettre ce Vakita Award de l'artiste de l'année. Il est beau. À qui tu as envie de dédier ce prix, Coco? À qui j'ai envie de dédier ce prix? Déjà à mon éditrice qui est présente ici. Bah ouais, c'est très bien. Sandra Collard des Échappés. À qui j'ai envie de le... À Cavana, tiens. Cavana qui a tellement œuvré pour la condition animale, qui a été vraiment quelqu'un d'important à Charlie, le fondateur de Charlie, qui était engagé notamment contre la corrida. Il a écrit des textes prodigieux là-dessus. On va en reparler de la corrida parce que c'est dans ton livre. Ouais. Donc à lui, tiens, je pense à lui. Alors pendant les longs mois d'emprisonnement de Paul, tu as fait beaucoup de dessins pour le soutenir, pour demander sa libération. On va en voir quelques-uns qui s'affichent. Et moi, le préféré, je descends sous la table, c'est celui-là, que je trouve vraiment génial. Les dessous du drapeau japonais avec une baleine décapitée. Voilà, ça. C'est ça. Hein. C'est pas très joyeux, mais c'est très parlant. Et j'ai apporté 2 planches originales de tes dessins à Paul en prison. Il a pleuré, non? Ouais, tu vois, c'est un grand émotif. Hein. C'est un grand émotif, il s'est mis en larmes, en boule, il comprenait pas ce qui lui arrivait, mais non, il était très heureux de recevoir ses dessins. Pourquoi c'est un sujet sur lequel tu te mobilises, la cause animale? Ça fait longtemps ou c'est récent? Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Ça se savait un peu dans la rédaction que j'étais un peu la passionnée du monde animal, celle qui regarde des documentaires, mais pas seulement, qui regarde vraiment, qui cherche à s'informer sur les espèces, le mode de reproduction, les communications. Voilà, ça me passionnait. Ça faisait un peu déconner à la rédac et... Ça fait pas longtemps que ça s'est imposé dans la presse, ces thèmes-là, jusqu'à récemment. La cause animale, ça faisait un peu sourire, c'était sujet de moquerie, quoi. Beaucoup de gens considèrent que c'est un thème, encore aujourd'hui, un peu accessoire, qui passe après le reste. Comment tu as réussi à l'imposer dans les journaux, autant chez Charlie que chez Libé? Charlie, Libé, moi j'ai eu la chance quand même de tomber sur 2 journaux pour lesquels c'était déjà une préoccupation. Charlie, ça a été un des premiers journaux à avoir une rubrique de protection animale. Et Libé aussi, ils ont quand même des journalistes qui sont sur le terrain aussi, comme Vakita. Un petit coucou à William d'ailleurs que j'ai rencontré pour le média. Mais voilà, les journaux sont de plus en plus investis et lutte pour la condition animale et j'ai l'impression que ça va quand même dans le bon sens, même si la route est encore carrément longue. En parlant de condition animale, moi il y a un dessin que j'ai vu passer de toi qui m'a fait beaucoup rigoler. Ah bah oui, c'est un dessin phare. Alors oui, ce dessin, il a presque une histoire en plus parce que l'anecdote, c'est que j'ai été invitée aux assises du journalisme de Tours qui se tenait au même moment qu'un congrès des chasseurs. Et on avait fait une expo avec ce dessin qui était exposé dans la ville de Tours. Et en fait, les chasseurs l'ont super mal pris. Ils ont carrément fait des manifs en pensant que j'avais fait ça pour les contrarier, pour les faire chier. Ce qui est un peu vrai, mais c'était pas volontaire, mais voilà. Ce qui est fou, au-delà de la blague, etc., c'est qu'il
qu'il a fallu attendre 2023 pour qu'il y ait une loi pour interdire aux chasseurs de chasser bourrés. Oui, bourré ou pas Tard, drogué. 2023. Ah, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'avant c'était légal, quoi. Tu pouvais aller chasser bourré. Voilà, c'est ça. C'était autorisé. Et bah, moi, dans ce dessin, je me moquais de ça. En fait, le fait de pouvoir chasser sous emprise de drogue ou d'alcool, mais c'est... Ils n'ont pas une autorisation dingue, quoi. Ils n'ont pas bien pris Non, pas du tout. l'exercice. Je pense qu'ils étaient encore un peu... Alors la chasse, c'est un des sujets que tu abordes dans ta dernière BD qui est sortie ces dernières semaines. Pauvre bête, voyage au cœur de la condition animale. On voit la couverture qui s'affiche. C'est vraiment un super bouquin. Et tu retranscris des reportages en fait dans cette BD que tu as faite, notamment à Marineland, à Antibes, avant que le parc ferme, où des orques et des dauphins étaient enfermés. On voit les planches qui s'affichent là. Et aussi dans des corridas dans le sud de la France. Donc tu es allé voir des corridas. À Nîmes, oui. Ambiance, Corrida à Nîmes. ça s'est bien passé? Ambiance difficile, c'est la première fois que j'allais à une corrida. Je ne savais même pas qu'il y avait 6 taureaux qui mouraient à ce moment-là. Donc c'est vrai que pour n'importe quel défenseur des animaux, c'est quelque chose qui est absolument tragique, de voir la mort qui se crée sous les yeux et au prétexte du divertissement, de l'art ou de la culture. C'est vrai que c'est ça. J'avais envie de montrer ça, de montrer cette aberration-là dans le reportage. J'ai une question. Est-ce que tu es allée genre incognito? Parce qu'on sait que tu en parles souvent, que tu te déplaces avec des gardes du corps. Est-ce que tu as essayé d'y aller incognito? Et comment on fait pour y aller incognito avec des gardes du corps? Attends, si, c'était carrément... Bah, ils ont mis les t-shirts Feria. Et voilà, on était à fond. Ils ont mis les petits Panama. Ils sont sortis dans la presse de toi comme ça. Oh Non, pas du tout. Non, en fait, j'ai eu la chance... en fait, le dessin, le journalisme tel qu'on le pratique dans le dessin de reportage, en fait, on fait des croquis sur place et j'ai eu la chance d'être dans le public bien placé. Il y a une dame qui était vraiment férue de corrida derrière, qui m'a vu dessiner et qui pensait que j'adorais la corrida et que je rapportais des trucs en souvenir, en fait, pour montrer les mouvements du taureau, les mouvements du torero. Donc, immédiatement, le dessin a créé du lien avec cette personne, mais c'était un peu un quiproquo parce que j'étais pas du tout là pour ça, mais néanmoins ça a tissé un lien et la dame m'a expliqué comment ça se passait la corrida et j'ai pu le rapporter dans mon reportage. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a un détail en particulier dans ces reportages qui t'a marqué, que tu as retranscrit ensuite en BD? Les douanes de Roissy, c'est incroyable. Sur le trafic d'espèces. Exactement, c'est incroyable tout ce qui transite par le biais de vols. Alors là, j'ai assisté aux vols qui provenaient d'Afrique noire, Brazzaville, Kinshasa. Et c'est vrai que voilà, il y a des espèces, des chauves-souris, des poulets, j'ai pas vu de pangolin, mais c'est une espèce qui est répandue. Mais voilà, on voit ce type, par exemple. Là-bas, c'est des anecdotes que me rapporte le douanier qui s'appelle Emmanuel. Et qui me dit, par exemple, une fois, on a arrêté une femme avec des œufs de perroquet dans son soutien-gorge, ou alors un qui avait une tortue dans son slip, et puis un autre qui... c'est risqué, ça, quand même, non? Ouais. Un autre qui, dans son impair, avait carrément des cages à oiseaux. Et en fait, les oiseaux, dès qu'il fait nuit, en fait, ils ne mouftent pas. Donc, ils pensaient vraiment passer la douane comme ça. C'est un sujet qui te touche, Flo? Les tortues? Les tortues dans les slips. Non, je veux tortues dire, dans les slips, oui. Plus globalement, la condition animale, t'en parles dans ton spectacle. Oui, bien sûr. Oui. Les corridas, les orques de Marineland, c'est un truc qui te remue? Oui, évidemment. J'ai jamais assisté à une corrida et je pense que c'est pas un spectacle. Enfin, c'est pas un spectacle que j'ai envie de voir. Et Marineland, j'y ai fait 2 saisons où j'étais déguisé en dauphin. Et c'est vrai que j'ai passé des heures compliquées. Il fallait que je mange des sardines, que je saute dans un cerceau, tout ça. C'était pas évident. Non, mais je suis comme vous tous. Évidemment que c'est très compliqué. Ouais. Martin, ça t'inspire quoi la corrida, Marineland, ce que Coco traite dans son... Super intéressant, je trouve ça. Je vais lui tenir le micro, le gars a un boulard. C'est l'école Canal+, ça, tu sais. Je trouve ça intéressant de le raconter en images aussi, parce que ça permet d'apporter autre chose au reportage. Pas juste des faits, mais aussi une façon de saisir le moment, ou en tout cas, je suppose, ce que vous avez vu et ce que vous avez ressenti à ce moment-là, donc je trouve ça fort. Avec Chaka Ponk, je crois que l'année dernière, vous avez fait un concert justement dans les arènes de Nîmes. Vous aviez un message à faire passer à ce moment-là, justement? Nous sommes Chaka Ponk et nous sommes ici aux arènes de Nîmes pour donner un spectacle qui célèbre la vie et pas la mort, ok baby? Fuck corrida!
attention. C'est là qu'on voit que je fais pas un groupe de K-pop. La première fois qu'on est passé, on avait pas mal eu de problèmes. Et donc, ils nous ont redemandé de venir 2 ou 3 ans après. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que tu avais eu des manifs, Ouais, des pro-corrida, mais en fait- mais tu avais aussi eu les anti-corrida qui te disaient pourquoi, qu'est-ce que vous venez faire Oui, dans en les fait, arènes ils de me disaient, Nîmes. qu'est-ce que vous allez foutre là-bas? On disait, mais en fait, c'est génial. Parce qu'on va pouvoir aller passer des messages qu'on a envie de passer. Donc, on a passé, par exemple, Fuck Corrida, mais avec plein d'autres trucs. Il y avait d'autres mots. Pas que ça. Et le Nique but, la c'était. corrida, Ouais, non, mais mort à la non, corrida. Mais enfin, tout c'était important parce que, justement, on a demandé même à des associations anti-corrida de venir. Ouais. On a fait un événement, en fait. Et alors, par contre, pareil, on avait 2 fois plus de gardes du corps parce qu'on était attendus par des gens qui n'étaient pas très contents. Et oui, en fait, je pense que c'est intéressant de venir au cœur du problème et puis d'essayer de passer le message. Paul et Lamia, est-ce qu'on a des dernières infos sur la situation des orques à Marineland? Bah, là, en fait, le Marineland d'Antibes nous dit qu'au 15 avril, dernier carat, il faut que tout le monde soit parti, donc les employés, les dauphins et les orques. Donc on est en train d'essayer de trouver des solutions pour repousser cette date butoir, parce qu'il y a des projets de sanctuaire qui pourraient aboutir d'ici quelques mois, si on leur donne une chance. Qu'est-ce qu'ils vont devenir concrètement, les orques? Alors là, la question, c'est ce qui est envisagé, c'est de les envoyer à l'Europarquet. Donc c'est un delphinarium à Tenerife, qui a des taux de mortalité absolument catastrophiques. Il y a 4 orques qui sont mortes sur les 4 dernières années. Et ils ont dit très clairement que s'ils ont Wiki et Keio, donc les 2 orques du Marineland, non seulement ils feront des spectacles, donc ça enfreint la loi française, et puis ils feront de la reproduction. Donc en fait, on va se débarrasser du problème qui va se démultiplier ailleurs. Bon, on va suivre ça avec Vaquita. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander à Florent Père, parce qu'il s'y connaît vachement bien en animaux. Regardez, il a fait un reportage récemment qui était très très bien documenté. Alors là, je salue la démarche. Le plus grand des carnivores qui veut devenir végétarien, chapeau l'artiste. Après, on sent que c'est pas dans ses gènes. Ah non, on sent que c'est pas dans ses habitudes. Pourtant, on voit un qui essaye de se dire c'est un bon morceau de gazelle. Non, c'est de la salade verte. C'est une vieille endive que t'as dans les pattes, mon pote. Et ouais, très belle démarche. Après, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est peut-être une petite embrouille du gardien du zoo. Il s'est rendu compte que la salade verte était moins chère que la viande. Non, c'est une démarche mondiale, hein. D'éco-citoyenneté. Tout le monde doit réduire sa consommation de viande, voilà. Et puis on a eu tes analyses de sang, ton cholestérol est haut, hein. Non, c'est salade verte tous les 2 jours, là. Voilà, ouais. Ça sent un peu l'embrouille. Allez, courage, poteau, tu vas y arriver. Si lui il le fait, nous aussi on peut le faire. Voilà, je vous mettrai en contact, hein, Flo et Lamia. Coco, on t'a demandé de choisir la photo de l'année et tu as choisi la photo de cet oiseau. Et oui, le courlis à bec grêle. Le courlis à bec grêle, qui est classé officiellement éteint fin 2024. C'est la première extinction d'une espèce continentale d'oiseaux en Europe. Pourquoi tu as choisi ce cas particulier? Ça aurait pu être, c'est celui-là, mais ça aurait pu être d'autres espèces qui disparaissent comme ça, du fait de la chasse, du fait du réchauffement climatique, du fait de la perte d'habitat qui menace énormément d'espèces. Donc voilà, c'est toujours lamentable de voir une espèce qui s'éteint. Ça ne devrait pas arriver, on devrait être tous conscients de ça et lutter voilà, contre ça. Moi, je suis émue de voir que la vie s'éteint quelque part, quelle que soit l'espèce. Et j'ai envie de me battre pour que ça n'arrive plus. Voilà. Merci beaucoup, Coco. Merci infiniment d'être venu ce soir. Avant d'accueillir notre prochain récompensé, on va accueillir un nouvel invité qui vient d'arriver. Maxence, il est là, Maxence. Bravo, Maxence. Bienvenue, Maxence. Merci d'être là. Merci d'être là. Et on accueille tout de suite notre prochain récompensé, Swan. Pour l'association de l'année, il se bat sans relâche contre les coupes rases et contre ceux qui veulent tronçonner nos forêts. Militants infatigables, ils défendent nos arbres comme d'autres défendre leur droit de rouler en 4x4 en centre-ville avec passion et sans compromis. Merci d'accueillir avec du bruit, de l'amour, des applaudissements, Sylvain, gérant de l'association Canopée, s'il vous plaît. Assieds-toi là. Bienvenue, Sylvain. Sylvain, merci d'être avec nous ce soir, ça fait trop plaisir. Attends, va lui donner son prix, va. Ah oui, le prix, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là. On est super content de te remettre cet award de l'association de l'année. Du bruit encore, s'il vous plaît. Merci. Bravo. Merci.
Tout à l'heure, il lui a serré la main. La bise à Swan. Non, mais la bise à Swan aussi. Non, mais on est super heureux de remettre ce prix à l'asso Canopé que tu as fondé et qui est vraiment une asso incroyable qui se bat sur le terrain contre toutes les atteintes faites aux forêts. Même question pour les autres récompensés. À qui tu souhaites dédier ce prix ce soir? À beaucoup de monde. Je pense aux 193 personnes qui ont été tuées dans le monde parce qu'elles ont juste défendu l'environnement. Je parle juste de l'année dernière. Et je pense que c'est... Alors, ça casse un peu l'ambiance, hein, mais c'est important de l'avoir en tête. Je suis là pour ça, parce que c'est aussi pour ça qu'on se bat. On en a évité un, Paul Watson, qui aurait pu finir dans les geôles au Japon. Et voilà, il faut continuer. Et j'espère qu'en France, aujourd'hui, on n'en arrivera pas là. On a des violences, on a beaucoup de choses qui se passent, des procédures bâillons, mais on croise les doigts. On n'a pas ce niveau-là. Il n'y a pas des gens qui meurent parce qu'on défend les forêts aujourd'hui. Alors un de tes grands combats, Sylvain, avec Canopé, ce sont les coupes rases, ce qu'on appelle les coupes rases. On va voir des images. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette pratique forestière et en quoi elle consiste? Bah là, par exemple, on est en Dordogne, la coupe rase, c'est un moment quand on rase entièrement une forêt, donc un écosystème, on le remet à nu. On le remet à nu, on peut aller même plus loin, on peut même décaper les sols parfois, faire venir la roche. Je crois que dans une de tes émissions, à un moment, j'ai une image, c'est tu mets l'os à nu, quoi. On casse tout. Et souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière, on replante. Et c'est ce fameux milliard d'arbres. Tout le monde a dans sa tête cette image. On plante des arbres, c'est un acte écologique. Le milliard d'arbres promis par le président de la République. Exactement. Mais de façon plus générale, pourquoi c'est lui est venue cette idée? C'est qu'en fait, on a tous en tête, planter un arbre, c'est un acte écologique. Mais en fait, moi, je suis forestier, je suis ingénieur forestier à la base. Et en fait, tu n'as pas à planter d'arbres dans une forêt en bonne santé. Tu observes l'écosystème, tu vas couper quelques arbres pour faire des beaux trophées comme ça. Mais l'idée, c'est de faire venir de la lumière pour que les jeunes pousses prennent le relais. Ouais. Quand tu plantes, c'est que tu t'es planté. Ou tu veux faire autre chose de la forêt. Et cette autre chose, ce n'est pas un écosystème, c'est un champ d'arbres. C'est contre ça que je me bats. On n'est pas contre la coupe d'arbres. C'est ça. Le message de Canopé, c'est pas arrêtons de couper des arbres, on a besoin de bois, mais arrêtons de saccager des parcelles entières sur des dizaines, parfois des centaines d'hectares. Mais la forêt, en fait, on essaie de lui faire jouer des rôles qu'elle ne joue pas. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de vouloir faire voler les avions avec des biocarburants à base de bois. Voilà. On fabrique du kérosène avec des arbres. Ouais, on est en train de se battre contre un projet au pied des Pyrénées. Je salue tous les amis qui sont en train de se battre contre ce projet-là pour faire voler les avions, fabriquer du kérosène, pour faire voler les avions. On appelle ça l'avion vert. Et en fait, ces problèmes-là, on est en train de fermer les centrales à charbon parce que le charbon, c'est pas bon pour le climat. Ok, bon, on va brûler des arbres à la place, ce qui est aussi pas bon. Et en fait, le sujet, c'est la surconsommation d'énergie, de matériaux partout dans le monde. Et nous, ce qu'on observe, c'est que tant qu'on ne règle pas ça, en fait, où qu'on regarde, que ce soit chez nous, mais de l'autre côté de la planète, avec des mines de nickel contre lesquelles on se bat en Indonésie, où on est en train de raser des forêts primaires, où vivent des peuples autochtones, pour extraire du nickel pour les bagnoles électriques. Des exemples comme ça, je prends n'importe quel produit du quotidien, je te fais le lien. Voilà, jusqu'aux forêts. Même les préservatifs. C'est de l'EVA. Et on rase des forêts pour faire de l'EVA. Voilà. On rase des forêts pour faire des capotes. Mais ce qui est intéressant... Comme ça quand tu as dit ça. Même tes préservatifs, Hugo Clément. Alors j'aimerais... Vas-y, Florent. Que quand j'ai pas envie de faire l'amour avec ma femme, je suis pas obligé de lui dire que j'ai une migraine, je peux lui dire que c'est un acte écolo et que je défends les forêts ou pas. Ouais. Je peux faire ça? Je pense, mais après ça va dépendre de la suite, quoi. Si tu vas te sortir un bon steak, tu vois, ou que tu vas, je sais pas quoi. Planter des trucs. Je prends quand même cette non, justement, t'as pas compris. Il vient d'expliquer qu'il fallait pas planter. On va raser des trucs, pardon. On va raser des trucs. Question, mais plus sérieuse. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que replanter un arbre, ça n'équivaut pas à ce que produisait l'arbre d'avant? En fait, c'est surtout une forêt, sous nos latitudes, en fait, il faut des années, des siècles pour avoir une vieille forêt, une forêt mature. Si on n'intervenait pas, en fait, il faudrait un siècle pour avoir quelque chose qui se rapproche d'une forêt primaire. En France, les forêts, elles ont 60 ans en moyenne d'âge. Donc c'est des bébés chats, c'est tout petit. Et en fait, quand tu rases ces arbres-là, tu les laisses pas vieillir, mûrir, aller vers une forme de maturité. Et tu vas replanter des jeunes arbres. Or, la biodiversité, si je donne que cet argument-là, la moitié de la biodiversité, elle est liée aux vieilles forêts. Il faut des gros arbres pour qu'il y ait des trous de pique, que dans les trous de pique, après, il y a des chauves-souris, etc., etc. Donc, en fait, si tu as une forêt tout le temps jeune et que quand les arbres commencent à être un peu vieux, tu les coupes, tu déstockes du carbone,
tu prives les arbres de biodiversité. Et en fait, planter un nouvel arbre, ça remplacera jamais. Ça remplacera jamais. Alors j'aimerais profiter de ta présence, Sylvain, et du sujet des forêts pour récompenser une autre personne qui se bat pour les arbres et qui est dans la salle. Il n'est pas au courant, c'est une surprise, mais on pense que c'est un trophée mérité parce qu'avec d'autres militants et d'autres associations, il a réussi à remporter une grande victoire ces derniers jours. En justice, il a réussi à faire arrêter les travaux de l'autoroute A69, à mettre à l'arrêt ces travaux qui détruisaient des arbres et des parcelles agricoles. Merci d'accueillir Thomas Braille. Thomas. Bon, t'avais... Toi, tu prends fais la bise, Thomas. Chez moi, c'est 4. Voilà. N'hésite pas à cligner des yeux si ça devient trop difficile. Hein. Voilà, c'est la petite surprise de la cérémonie. On a fait un award d'honneur pour un peu en urgence ces derniers jours quand on a vu le. Si t'avais pas gagné, on t'aurait rien offert. Ah oui, non, t'aurais rien du tout. J'aurais pas été invité. T'aurais eu un chou. Laisse tomber. Le gros mais non, c'est sacrée surprise quand même la décision de justice du tribunal à Toulouse qui a décidé de mettre à l'arrêt le chantier de la 69. Je rappelle juste pour les gens qui n'auraient pas suivi, nouvelle autoroute entre Toulouse et Castres qui aboutit à raser des milliers d'arbres et à bétonner des centaines d'hectares de terres agricoles. Le chantier est mis à l'arrêt grâce à ton combat. Oui, alors je ne veux surtout pas me l'attribuer, Hugo. Quand je dis ton combat, on est d'accord. Sens large. Non, il y a tellement de personnes qui ont œuvré, qui ont pendant plus de 2 ans, on s'est battu. Enfin, je pense au collectif La Voie est libre quand même, qui a l'initiative. Toi, tu t'es accroché dans les arbres avec d'autres amis pour empêcher que ces arbres soient coupés. Exactement, voilà. Mais il y a énormément d'associations, je veux qu'on les oublie surtout pas, quoi. XR, les soulèvements de la terre, tout le monde s'y est mis. Je pense que c'est un acte collectif et que... je pense qu'aujourd'hui, nos politiques devraient prendre en compte ça et que quand on travaille collectivement, on arrive à faire des choses. Il faut arrêter de penser à sa pomme. Mais oui, le chantier suspendu, c'est une victoire. J'ai jamais baissé les bras, mais je continue à faire des actions, mais je ne voyais pas le bout du tunnel. Et je peux t'assurer que la décision de la rapporteuse publique qui a clairement annoncé que ce projet devait s'arrêter parce qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur, ça nous a tous soulagés, mais grandement. Quoi. Alors il reste un appel, l'État a annoncé faire appel, donc on ne sait jamais, la décision pourrait être l'inverse dans quelques mois. Si jamais l'arrêt des travaux était confirmé définitivement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les arbres ont déjà été coupés, les terrassements ont déjà été faits, une partie des terres agricoles a déjà été détruite, ils vont replanter, ils vont devoir remettre en état, qu'est-ce qui va se passer? Si l'appel est perdu par l'État, ce que je pense d'ailleurs, parce que c'est un chantier à l'arrêt, ça coûte de l'argent. Je ne sais pas s'ils auront envie de remettre le doigt dedans au bout de 10 ou 12 mois d'arrêt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va continuer à se mobiliser sur le terrain. J'ai déjà planté, enfin je ne sais pas, tu as dû voir la vidéo qui a circulé. Tu as replanté un petit arbre sur un endroit où les pelleteuses étaient passées. En plein milieu de l'autoroute, j'ai planté un petit frêne, rien que pour alerter Madame la ministre de la Transition écologique, d'ailleurs, qui a dit qu'elle soutenait l'appel pour une ministre de la Transition écologique. Je trouve ça limite. Donc oui, non, mais nous on va continuer, on va se mobiliser et je pense que de toute façon c'est une victoire historique et je pense que ça a reboosté grandement les batteries de toutes les personnes qui se battent quotidiennement et qui se disent que vu la conjoncture mondiale avec tous les tarés qu'on a au gouvernement un peu partout, je pense que ça a reboosté les batteries, quoi, voilà. Bon, bravo en tout cas pour ce combat, bravo à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés. Et voilà, c'était important pour nous de te remettre cet award d'honneur et on va suivre évidemment la suite du combat contre la 69. Là, tu peux planter des arbres. Sylvain, pardon? Là, on peut planter des arbres. Voilà. Là, on peut planter des arbres. Pas bien, tu vois. Sylvain, on t'a demandé, comme aux autres récompensés, quelle était ta photo de l'année. Et tu as choisi la photo officielle, le portrait officiel de Donald Trump. Ok. Pourquoi ce choix? Parce que comme tout le monde, on est extrêmement préoccupé par ce qui se passe. Pour nous, c'est un combat contre la science. Et pour Canopée, c'est hyper important. Parce qu'on se bat avec nos cœurs, mais on se bat aussi avec des arguments scientifiques, on mobilise des scientifiques. Et là, on est dans l'ère totale de la déraison. On est en train de prendre cette pente en France. Et il faut s'organiser, il faut résister à ça. Martin, tu connais très bien les États-Unis. Tu as passé beaucoup de mois, peut-être même des années en cumulé aux États-Unis
pour Quotidien et Le Petit Journal. Je retourne là d'ailleurs. Et tu y retournes 100 jours de ce monsieur. Pour ton émission Les reportages de Martin Veil sur TMC. Est-ce que tu t'attendais à un tel niveau d'extrême avec le nouveau Trump? On savait que c'était le retour d'un personnage particulier. Je pense que la personne qui là vous dirait j'avais tout prévu, je pensais qu'il allait se passer ce qui s'est passé est un menteur. Ouais. Non, je suis comme tout le monde, je suis affligé, mais c'est intéressant sur l'écologie. D'ailleurs, on va en parler là. On va au Texas notamment pour parler du pétrole et pour parler de tout ça. C'est vrai que c'est étonnant que un des pays qui produit les scientifiques les plus brillants au monde est élu quelqu'un qui est foncièrement climato-sceptique. Juste pour finir sur Trump, on a un dessin de Coco sur Trump et l'écologie qui est pas mal. Voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sylvain, on a aussi trouvé ta photo de l'année. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est la photo de l'année que nous, on a choisi pour toi. Voilà. Alors, explique-nous ce qui se passe là, Sylvain, s'il te plaît. Alors, c'est marrant. Au-delà du fait que tu es très souple. En fait, c'est quand je travaillais aux Amis de la Terre, donc j'ai longtemps travaillé aux Amis de la Terre, c'était juste devant l'Élysée, en fait, à l'époque de Notre-Dame-des-Landes, en fait. Et il y avait une réunion de toutes les associations environnementales, et ils avaient dit explicitement, on ne parlera pas de Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'étais arrivé habillé avec un petit avion, dans un petit avion, et je m'étais mis dans la queue avec mon invitation officielle. Ça a fini comme ça. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Bravo. Oui, bien sûr, on se voit dans le Morvan pour faire une sextape. On accueille maintenant l'award de l'entrepreneuse de l'année. Laisse-nous faire l'annonce avant de venir. C'est toi qui fais l'annonce. Elle a 33 ans et grâce à son appli Too Good To Go, elle a permis de sauver des millions de repas. Son application cartonne en France, mais aussi à l'étranger, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou encore en Pologne. Elle fait partie de cette nouvelle génération qui va avoir de l'impact. Merci d'accueillir Lucie Bache. Salut Lucie. Merci. Et voilà pour toi la récompense de l'application de l'année. Je suis touchée, merci On beaucoup. est très heureux de te remettre ce trophée. Et on adore manger. On adore Il faut manger. finir tous les choux. Ouais, non, il n'y aura pas de gaspillage. Alors je précise qu'il n'y aura pas de gaspillage. Hein. Évidemment, Parfait. tous ces fruits et légumes seront compte sur vous tous. consommés de gré ou de force par les équipes de Vaquita qui n'auront pas le choix de manger de la soupe pendant 6 jours. Et donc, à qui tu veux dédier ce trophée Oui, c'est vrai que vous posez la question à tout le monde, j'ai même pas réfléchi, mais à tous les gens qui l'ont fait avec moi, globalement. Là, j'ai les 2 premières salariés de Too Good To Go qui sont là jusqu'à aujourd'hui à soutenir. Et non, en vrai, avant tout, Too Good To Go, c'est une énorme équipe. Aujourd'hui, on est plus de 1400 dans la boîte, dans 20 pays différents. Et donc, on s'appelle les Waste Warriors. Et en fait, c'est que des gens hyper engagés. Et ça fait trop du bien de travailler au quotidien avec des gens qui te redonnent un peu le sourire malgré le contexte international juste déplorable. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on doit continuer à avancer. C'est juste s'entourer de gens qui gardent la pêche et qui se disent qu'est-ce qu'on fait en gros pour que chacun fasse sa part. Et après, c'est la fameuse petite histoire du colibri que beaucoup d'entre nous connaissent, je pense, où quand chacun fait sa part, on arrive peut-être à éteindre l'incendie. En tout cas, c'est bien plus que le travail d'un colibri, ce que vous faites. On connaît tous ton application Too Good To Go, qui permet de récupérer donc, des paniers alimentaires qui seraient gaspillés sinon. Mais on te connaît un peu moins toi. Et donc, moi, je voudrais parler de toi. J'ai appris que tes frères et sœurs te surnomment la despote. Alors, on me surnommait... Bien sûr, j'ai changé. Moi aussi, j'ai changé. Pourquoi la despote? Non, mais parce que j'ai toujours été hyper directive, quoi. En fait, quand j'ai une idée en tête, clairement, on m'appelle aussi le bulldozer de temps en temps. Et comment est-ce que, en fait, quand... J'entends les salariés qui rigolent derrière. C'est vrai. Et j'entends des larmes de sang aussi. Elles ont le sourire. Non, mais c'est comment est-ce que tu arrives à tes fins coûte que coûte. Et oui, c'est clairement, si la porte est fermée, je vais rentrer par la fenêtre. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut un peu pour se débattre dans ce monde de brut. Mais... Est-ce que c'était une galère quand tu es arrivé et que tu as dit ça n'a aucun sens de jeter des repas qui sont encore consommables dans les 3 prochaines heures? Est-ce que les gens sont tombés des nues et au début, toutes les portes étaient fermées? Il y a pas mal de commerçants qui m'ont dit, en vrai, ça fait partie de mon métier de jeter. Et oui, au début, moi aussi, je croyais qu'on pouvait faire des choses. Je croyais que j'allais pouvoir convaincre des associations de venir récupérer mes 3 sandwichs et mes 2 pâtisseries, que j'allais tous les soirs aller au foyer à côté, etc. Sauf qu'en fait, non, à la fin de la journée, j'ai envie de rentrer chez moi aussi.
Et il n'y a clairement pas de solution. Et donc ça a été vraiment continuer à pousser et leur dire on ne peut pas accepter de jeter 40% de ce qu'on produit sur la planète. Donc on va devoir trouver des solutions ensemble. Et finalement, aujourd'hui, on sauve 4 repas par seconde. On a sauvé plus de 400 millions de repas avec Too Good To Go. Et je dis ça. Ouais, ça peut dire. Et Lucie, je crois que ton premier boulot après tes études, c'était chez Nestlé, au Royaume-Uni. Exactement. Tu as été embauché pour améliorer la productivité des usines. C'est là-bas que tu t'es pris une claque dans la figure sur le gaspillage? Ouais, j'avais toujours été assez despotique sur le gaspillage alimentaire en forçant tout le monde à manger ses yaourts périmés et à ouvrir la banane quand elle est noire sur la peau en se disant qu'elle est toujours très bonne. Mais c'est vrai que du coup, moi j'étais passionnée par l'alimentation, donc j'ai commencé ma carrière chez Nestlé. Et c'est vrai que là, je suis complètement tombée des nues, quoi. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans le processus de production alimentaire, le gaspillage alimentaire, c'est tout à fait accepté et totalement industrialisé, en fait. Et effectivement, quand j'ai vu pour la première fois le chiffre de on jette sur toute la nourriture qu'on produit sur la planète, on en jette 40%, je me suis dit, mais c'est impossible. Et comment est-ce qu'on trouve des solutions toutes simples du quotidien pour se dire que chacun peut faire quelque chose, quoi. Est-ce qu'on doit sauver toutes sortes de nourriture, par exemple la pizza ananas, ça doit être sauvé absolument ou pas? Tu veux dire, est-ce que ça mérite pas d'aller à la poubelle, quoi? Voilà. Est-ce que ça aurait dû être produit un jour? Je ne pense pas. Ça, je te le confirme. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens sur l'application qui tapent pizza ananas et qui essaient de trouver ça? Je ne pense pas. Non, je te confirme. Mais non, mais c'est vrai qu'on s'est vachement posé la question avec l'équipe, est-ce qu'on sauve toute nourriture? C'est ça, des trucs Y dégueux. compris la junk food. Exactement. Et en vrai, quand McDo nous a contactés pour rejoindre l'application, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est là où il faut choisir un peu ses combats. Et on s'est dit, nous, notre combat, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, pas la lutte contre les nuggets. Pas la lutte contre les nuggets, pas la lutte contre la malbouffe. Et on espère que d'autres colibris vont s'emparer de ces luttes-là parce qu'elles sont hyper importantes aussi, quoi. Alors, on a 2 chefs cuisiniers parmi nous ce soir, parmi nos invités, Chef Tommy et Éloi, depuis tout à l'heure. C'est bien, c'est bien. qui est en train de manger une petite mandarine. Comment vous gérez, vous, la question du gaspillage en tant que chef? Parce que j'imagine que quand on fait notamment des vidéos pour les réseaux, avec des recettes très clippées, etc., il y a forcément un moment où il y a de la perte. Il y a un micro qui arrive. On a cru que c'était un autre mime. Comment Non, mais je suis désolée. Mais je viens de te voir faire. Bon, restez concentrés, s'il vous plaît. Allez, pardon, désolé. Tout le monde là. L'idée, c'est de réfléchir vraiment les recettes en amont. Ouais. En fait, si on commande la quantité adéquate au nombre de clients qu'on veut, qu'on va recevoir, on va pouvoir réfléchir notre menu et on va pouvoir réfléchir notre outil de production pour bien fonctionner. Là, ce qu'on est en train de faire, en tout cas nous chez Bonne-Éloi, c'est de travailler comme une espèce de mini-usine, mais qui travaillerait intelligemment avec l'agriculteur, avec ses problématiques. Et en fait, c'est juste de la réflexion, il ne faut juste pas avoir la flemme. Donc oui, c'est du travail, oui, c'est du temps à mettre en place. Oui, c'est un vrai cercle vertueux d'avoir les réseaux sociaux comme outil de remplissage, parce que du coup, ça permet de savoir constamment combien de clients on va avoir. Donc c'est beaucoup de travail, mais ça paye. Tommy, comment tu gères ça? Pour moi, le sujet se passe plutôt sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de vraiment, entre guillemets, essayer de montrer l'exemple, même si on n'est pas parfait. Le but, c'est vraiment d'éduquer les gens et de leur montrer, regardez, là, on va utiliser un poireau, par exemple. Avec le verre de poireau qu'on a l'habitude de jeter, on peut faire plein de choses. On peut faire du pesto, on peut faire plein de choses et gaspiller au minimum. Et notamment aussi mettre en avant des initiatives comme Too Good To Go ou d'autres. Alors il y a pas mal de progrès qui sont faits, notamment dans les supermarchés. Il y en a certains qui donnent à des associations. Il y a même une loi qui oblige un peu ça. Il y en a d'autres. Moi je sais, chez Biocop par exemple, c'est là que je fais mes courses, il y a des rayons où il y a des produits qui arrivent proches de la date de péremption, qui ont des grosses réductions. Et donc ça incite les gens à se tourner vers ce type de produit, à éviter le gaspillage. Mais il y a un endroit où il y a encore vraiment un gaspillage monumental et qui est très peu connu du grand public, ce sont les usines agroalimentaires elles-mêmes. Et on avait enquêté sur ce sujet pour Sur le Front, et on avait rencontré notamment un employé qui travaille dans une usine de méthanisation. Donc en gros, ils reçoivent des aliments pour en faire du gaz, et on pensait qu'ils recevaient que des déchets, des aliments périmés ou qui ont eu un problème. Et en fait, on a découvert que ce n'était pas du tout le cas. On peut écouter ce témoignage. On a reçu un camion de congelés, que des palettes de produits congelés. Des plats cuisinés. Du saumon d'élevage au beurre, qui n'est pas périmé. Tous les produits alimentaires rejoignent la cuve et vont commencer à fermenter. C'est hallucinant, elle est hallucinante cette vidéo.
Ça vous arrive souvent de consommer les produits que vous recevez? C'est vrai qu'il y a tellement de nourriture consommable, accessible, que je fais plus beaucoup de courses. Il explique qu'il reçoit des camions tous les jours avec des plats qui ne sont pas périmés, qui sont parfaitement consommables, mais qui ont été surproduits ou qui ont été emballés dans le mauvais emballage et que du coup ils sont détruits par centaines de tonnes en fait tous les jours. Il y a un nombre d'absurdités sur toute la chaîne alimentaire, c'est hallucinant. Donc nous aujourd'hui avec Too Good To Go, on a lancé les colis anti-gaspi. Donc là, on remonte la chaîne en fait petit à petit pour aussi livrer directement depuis les industriels justement, parce qu'en fait, typiquement sur le sujet des dates de consommation, donc je ne sais pas si vous savez, mais il existe 2 types de dates de consommation. Il y a les dates à consommer jusqu'au, où là effectivement il y a un sujet d'hygiène après, mais il y a aussi les dates à consommer de préférence avant le. Et ça, après la date, vous pouvez encore tout à fait consommer le produit. On peut même le vendre 3 mois après la date. Donc ça, il faut regarder sur les emballages. Oui, il y a juste faut regarder la mention de consommation avant. DLC, ça, il ne faut pas dépasser. En fait, c'est marqué à consommer jusqu'au ou à consommer de préférence avant le. Et si c'est de préférence avant le, tu peux encore tout à fait manger le produit. Nous, on a même fait rajouter avec Too Good To Go un petit pictogramme où il y a marqué après cette date, observer, santé, goûter. Et là, vous savez, si tu connais bien les pictogrammes de Too Good To Go. J'ai vu ça récemment et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, pour le coup, la grande distribution et les industriels se sont hyper emparés du sujet et on l'a fait imprimer sur 7 milliards de produits en magasin. Et ça, c'est des petites choses où, encore une fois, on parle de sensibiliser le consommateur et c'est hyper important de connaître ça. L'incompréhension entre les dates de consommation, c'est responsable de 20% du gaspillage alimentaire en Europe. Toi, comme photo de l'année, tu as choisi cette photo. C'est donc une photo qu'on a vue, qui a fait le tour du monde entier, une photo des incendies de Los Angeles. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi cette photo ? Ouais, parce que c'est, pour moi, c'est quand même un symbole de 2024 où quand tu as la Californie qui brûle et les villas de tous les gens qui se croient inatteignables en fait. Ouais. C'est l'idée de se dire, en fait, non, encore une fois, sur ce sujet du changement climatique, on est tous quelque part dans la même merde et dans la même équipe. Donc c'est comment est-ce que personne ne se croit inatteignable, ne se croit surprotégé et se dit en fait il faut tous qu'on accélère d'où qu'on soit et surtout quand on est privilégié, c'est encore plus à nous de faire accélérer la transition et donc je trouvais ça en fait assez important et comme symbole pour nous motiver tous à se bouger. Merci beaucoup Lucie. Merci. On passe tout de suite au suivant. Oui, on continue avec l'award de la scientifique de l'année. Elle lutte contre le braconnage des grands singes dans les forêts en Ouganda et elle est aussi professeure au prestigieux Muséum national d'histoire naturelle. Elle est brillante et badass. Merci d'accueillir Sabrina Krief, s'il vous plaît. Sabrina, on est trop contents de te donner cet award et de te faire des bisous. C'est très bizarre à dire, mais c'est vrai. À qui est-ce que tu veux dédier ton award ? À qui est-ce que je veux dédier mon award ? À Donald Trump. Pardon. À mon mari Non. Ah oui, ça c'est mignon. Marie est photographe, qui prend en photo les chimpanzés. Marie est photographe, ouais, parce qu'en fait, on a la chance de partager ce combat et cette passion. Et effectivement, moi, je suis scientifique, mais il fait aussi partie de tout ce qu'on essaye de gagner sur le terrain, parfois avec difficulté. Et voilà. Ça fait plus de 15 ans maintenant que tu étudies les chimpanzés dans les forêts en Ouganda. 25 même. Pardon, 25, excuse-moi. Oui, ça fait... Mes chiffres étaient presque exacts. C'est quoi la chose la plus importante que tu as appris auprès d'eux, que tu peux nous partager ce soir ? C'est probablement de voir dans leurs yeux cette proximité et de pénétrer leur intimité, de comprendre à quel point en fait on est à la fois semblables et différents tout ce qu'ils m'ont apporté en tant que scientifique, tout ce que la plupart des choses que j'ai apprises en fait, je les ai apprises auprès d'eux, pas sur les bancs de l'école vétérinaire, je suis vétérinaire de formation, ou pas à l'université, mais dans la forêt. Et en fait, la forêt, c'est mon école. Incroyable. Alors justement, à propos d'émotion des chimpanzés, il y a une archive absolument incroyable que j'adore, que j'aimerais vous montrer, que tu connais évidemment Sabrina, et qui illustre l'empathie et les sentiments que peuvent ressentir les chimpanzés. C'est cette vidéo, on va la regarder ensemble, ça s'appelle La dernière étreinte. Alors ça a été tourné aux eaux d'Arnhem, aux Pays-Bas, et en fait on voit la dernière étreinte, le dernier câlin entre Mama, qui est une vieille chimpanzé mourante, et le professeur Jan van Hoof, qui s'est longtemps occupé d'elle, et la chimpanzé en fait reconnaît le professeur quand il arrive dans son enclos, alors qu'avant elle refusait de bouger, de s'alimenter. On voit cette étreinte en fait
qui montre le lien très fort. Oui, qui montre le lien très fort et qui montre en fait à quel point ces sentiments sont partagés. Et ce qui fait aussi mal quand même, c'est de voir une vieille chimpanzé en captivité, être obligée en fait de s'accrocher à un humain alors que nous on voit ça en forêt et que en général ils sont entourés des leurs. Et je pense que voilà, aujourd'hui, c'est aussi ce sur quoi il faut se concentrer. Faire en sorte, on parlait de replanter des forêts, mais faire en sorte de protéger ce qui existe là où ça existe. Paul, j'aimerais te faire réagir là-dessus. On entend souvent que l'être humain est une espèce supérieure aux autres, qu'on est aux pyramides, qu'on est les plus intelligents, les plus forts. Qu'est-ce que ça t'inspire à la fois cette image, ce qu'on vient de voir, et ce discours qu'on entend beaucoup sur la prétendue supériorité de l'être humain? Our big problem is that all of our societies are anthropocentric. It's all about us. It's all created for us. Ouais, le problème, c'est que notre société elle est anthropocentrique et on pense que tout a été créé pour nous. We need to adopt a biocentric point of view that where everything's interdependent and we have to live in harmony with all these other Et il faut qu'on ait une approche biocentrique, qu'on comprenne qu'en fait tout est interdépendant et qu'il faut qu'on vive en harmonie avec le reste du vivant. And if we don't do that, we're not going to survive. Et si on ne fait pas ça, on ne va pas survivre. Ça te parle, Maxence? Oui, oui, évidemment que ça me parle et je trouve ça effarant qu'on soit en train d'en débattre et que malheureusement on soit dans une époque, enfin de tout temps bien sûr, mais qu'on doive le rappeler et qu'on doive à chaque fois s'évertuer à le défendre et à le dire. Effectivement, c'est assez accablant et ces images-là qu'on a vues, c'était très touchant en tout cas. Virginia, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu as eu un award Vaquita l'année dernière pour le refuge de l'année. Tu as fondé un refuge qui s'appelle Coexister en Suisse, où tu essayes à la fois de recueillir des animaux de ferme qui ont échappé à l'abattage, mais aussi de reconstruire une nouvelle relation entre l'humain et les animaux d'élevage. Qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans notre relation aux animaux? Et qu'est-ce qu'on peut changer? En fait, comme Paul l'a dit tout à l'heure, on part du principe que tout tourne autour de nous et on a aussi débilisé d'une certaine façon les animaux qu'on consomme parce que c'est plus facile pour notre conscience de se dire que des cochons, des poules, des moutons et des vaches sont stupides et donc on est en droit de les exploiter. Et en fait, de cohabiter avec ces espèces-là nous permet de voir et de mesurer à quel point on est proche dans nos fonctionnements psychologiques, sociaux, familiaux. Et là, les images le prouvent. En fait, on peut tisser le même genre de lien avec un chimpanzé, avec un cochon, un mouton, une vache, une poule. Et c'est fondamental qu'on puisse reprendre une place plus humble en tant qu'humain face à eux, parce qu'on a énormément à apprendre d'eux, en fait. J'aime dire que ce ne sont pas que des victimes qu'on doit défendre, c'est aussi des enseignants qui peuvent nous remettre à notre juste place en tant qu'humains. Je crois que Je voudrais juste répondre là-dessus et dire que théoriquement, on ne devrait pas voir des images comme ça. C'est-à-dire que lier des liens avec des animaux domestiques, oui, mais avoir des chimpanzés à la maison ou toucher un chimpanzé, interagir avec un chimpanzé, non, ça ne devrait pas exister. Et d'ailleurs, il y a une façon de filmer les chimpanzés et de les étudier qui est plus naturelle, disons, c'est de mettre des caméras pièges et ça donne des images trop mignonnes, comme celle-ci par exemple. Ils sont ultra curieux en fait. Ouais. Donc ça, c'est des caméras qui sont posées sur les arbres, donc qui ne viennent pas les oppresser. Là, en fait, on est dans le territoire des chimpanzés qu'on étudie, à Sebitoli, et effectivement, on a posé des caméras à détection de présence qui sont là pour nous renseigner non seulement sur les chimpanzés, mais sur la biodiversité en général. Ouais. Et évidemment, tout nouvel objet dans la forêt, ils sont tellement sensibles et ils perçoivent tellement ces toutes petites différences qui sont curieux et qui viennent explorer. On a vu aussi des choses incroyables, comme par exemple utiliser le miroir de la caméra pour s'explorer l'intérieur de la bouche, alors que, évidemment, c'est des objets qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Donc, ouais, c'est absolument étonnant. Et tu as observé aussi des liens très forts entre les chimpanzés. On pense souvent que l'empathie, c'est-à-dire le fait de se préoccuper des autres, c'est une caractéristique de l'être humain. Toi, tu dis pas du tout. Il y a des exemples qui montrent que chez les chimpanzés aussi, on peut avoir une notion du bien et du mal. Oui, bien sûr, il y a des exemples très frappants. On a dans la communauté qu'on étudie un chimpanzé qui a été piégé, qui a perdu la première fois un pied, et puis la seconde fois, il a été encore repiégé. Il était déjà assez grand.
Et donc, il n'avait plus de pied. Et sa mère, qui ne le portait déjà plus depuis plusieurs années, l'a repris. Et pour elle, c'était vraiment un poids énorme. Et pourtant, elle l'a transporté, elle l'a sauvé et il a survécu. T'en parlais à l'instant des pièges. Je crois que tes équipes et toi, en moyenne, vous enlevez chaque année 200 pièges posés en forêt par les braconniers. C'est énorme. On va les voir peut-être ces pièges. Ouais, ce sont des collets en fait qui sont faits en câble de vélo et donc qui sont là théoriquement posés par les chasseurs pour attraper des petites antilopes. Ouais. Et les chimpanzés, mais aussi les éléphants, vous aviez fait un sujet à Vaquita, se prennent les mains ou la trompe et donc perdent avec le temps. Parfois, ils gardent le câble pendant des mois et puis finalement la main ou le pied se nécrose et tombe. Ouais, on voit vos interventions que vous faites pour essayer de sauver ces chimpanzés qui sont victimes de pièges. C'est un terrible fléau. Cette année, c'était carrément pire, c'était 600 pièges. Donc, malgré nos efforts constants, la situation ne s'améliore pas du tout parce que, en fait, autour de la forêt, il y a une pression de l'agriculture, de la population qui a besoin de ressources, etc. et pose des pièges. Là, on voit carrément, là, on voit le câble, en fait, il est carrément rentré dans sa chair, quoi. Il ne peut pas du tout s'en sortir seul, quoi. Oui, exactement. Hugo, excuse-moi, j'avais une question. Oui. Je voulais savoir si chez Vaquita, vous faisiez souvent ces soirées humour et bonne humeur. À ce moment-là, est-ce qu'on peut venir participer régulièrement quand on a un petit coup de mou voilà, est-ce qu'on se dit, tiens, je vais me faire une soirée Vaquita, ça va me relancer. Ou est-ce que... Écoute, non mais ça va aller mieux. Alors là, il y a un petit passage pesticides, après il y aura... Non, mais... C'est juste, il faudrait mettre le chauffage pour le relancer, parce que là, il est en train de mourir de froid, malheureusement. T'as attrapé une petite grippe, non? Ouais, je sais pas ce qu'il a. Je sens un peu faible, là. Non, mais ça va aller mieux, ça va aller mieux. On va juste parler un peu des pesticides qui détruisent toute la nature, mais après, ça ira mieux. Non, mais parce qu'il y a un vrai sujet sur les pesticides qui sont utilisés autour des forêts, qui ont un impact sur les chimpanzés. Au départ, on observait les chimpanzés à distance, il faut du temps pour pouvoir les approcher. Puis dans nos jumelles, on s'est dit, mais ils ont des visages vraiment bizarres. Et donc là, vous voyez un des chimpanzés qu'on suit. Ça, c'est une malformation. Donc il a une malformation du visage, des narines. Il a les narines atrophiées. Et donc on a... une quinzaine de jeunes chimpanzés dans le même cas. Ça, c'est les pesticides. Et voilà, on a essayé de tester la génétique, on a vu que ce n'était pas des problèmes génétiques, et en fait, c'est congénital, et a priori, quand les mères vont dans les champs de maïs, etc., donc, sont exposées aux intrants, et on a trouvé dans les poils des chimpanzés qu'on étudie 60 pesticides différents, donc sur une zone de juste 20 km² où il y a 4 km de lisière avec des champs. Ils accumulent dans leur organisme plusieurs... voilà. Parmi les pesticides étudiés là-bas, qui ont des effets sur les chimpanzés, je crois qu'il y a les néonicotinoïdes, qui sont donc les fameux pesticides tueurs d'abeilles, qui étaient interdits en France et qui viennent d'être réautorisés par le Sénat. Donc on va recommencer à utiliser nous aussi. Mais non, c'est juste incroyable. Et en fait, les chimpanzés et les babouins, parce que les babouins sont dans le même cas dans la zone où on travaille, sont vraiment des sentinelles et devraient nous alerter sur ces dangers terribles, puisque effectivement, ils consomment des maïs qui sont enrobés d'imidacloprid, exactement comme les semences de betterave. Et on a au moins 3 néonicotinoïdes qu'on a trouvés dans leur organisme. D'où l'importance de manger bio si on peut. Exactement. Hugo, est-ce que Jack Lang n'aurait pas inhalé trop de pesticides? C'est une question. On est tous là, oui, la chirurgie, tout ça. Est-ce que c'est pas simplement les pesticides? C'est une question que je pose. Est-ce qu'on trouve la réponse ce soir? Voilà, il y a des bonnes nouvelles aussi, heureusement, à partager sur le front des chimpanzés. Tu nous as envoyé cette image pour ta photo de l'année. Oui, voilà, c'est que en fait, donc ça fait maintenant. Kiki. Oui, c'est Kiki. J'avais envie de dire c'est Kiki. Le bébé, c'est Kiki. Oui, c'est Kiki. Avec Kenzo. Exactement, sa maman. La bonne nouvelle, c'est que donc, ça fait déjà quelques années qu'on s'est rendu compte de ces problèmes de malformation. Donc on se bat et qu'on travaille avec les fermiers, les villageois autour pour essayer de réduire ces intrants. Et aussi pour éviter que les chimpanzés et les éléphants aillent dans les champs pour piller finalement les cultures.
Et les nouvelles naissances nous donnent de l'espoir parce que ces bébés-là qui arrivent ont des visages normaux. Et de plus, on avait des femelles aussi qui n'avaient pas de cycle sexuel. Et là, on voit à nouveau une reprise de la reproduction avec une bonne fertilité. Donc voilà, on a quand même des bonnes nouvelles. Voilà, tout va bien en forêt. tout va mieux. Non, ça va mieux en forêt. Exactement. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci encore, bravo pour ton combat. Bravo aussi à ton mari qui fait des photos incroyables. Et je vous invite à aller les voir. Franchement, les photos de chimpanzés, elles sont magnifiques. On passe aux récompensés suivants. C'est le refuge de l'année. Ils sont les gardiens de la faune sauvage, ceux qui tendent la main aux animaux blessés, traqués, oubliés. Leur plus grand combat, c'est la survie des derniers lynx de France. On accueille Gilles Moine et Laurent Mise en Moine. Bienvenue. Voilà le award. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Félicitations. À qui vous souhaitez dédier ce trophée, Gilles et Laurent? À nos enfants d'abord, qui Ouais. subissent un peu notre activité. Ouais, parce que c'est beaucoup d'heures présents auprès des lynx. Ouais. Mais sinon, à tout le collectif, parce qu'on est en lumière, mais on est une grosse association régionale avec 280 bénévoles, 2 collègues qui n'ont pas pu être là. Et voilà, c'est important de le décerner à tout le monde. Ouais. Alors depuis le début du centre Athénas, je crois que vous avez sauvé plus d'une centaine de lynx en tout, 108 exactement. Le dernier, c'était il y a quelques jours là. C'était il y a quelques jours, c'est Buffy. Buffy, ok. Buffy. Parce qu'il a été trouvé dans un village qui s'appelle Buffy. Ouais, non, pas exactement. En fait, elle vient de Biais-du-Four et on les baptise avec un nom approximativement proche de leur lieu de découverte. Donc, il était arrivé quoi à Buffy? Elle a été, c'est un jeune orphelin qui a été trouvé dans une porcherie qui cherchait à manger des cadavres de porcs élevés industriellement. Donc si c'était un orphelin, ça veut dire que la mère a disparu dans des conditions inconnues. Soit braconnage, soit collision routière. Parce que en fait, les collisions routières, elles sont toutes renseignées. On a vraiment un dénombrement très exhaustif des collisions routières. Et lorsqu'on n'a pas d'informations sur des collisions, on est en droit de penser qu'il y a eu une disparition d'une autre nature. On rappelle que le lynx, c'est une espèce protégée aujourd'hui en France, donc évidemment c'est interdit de lui tirer dessus, c'est interdit de le chasser. Vous les recueillez dans votre centre, qui est donc situé dans le Jura, vous les soignez, vous les remettez en liberté quand ça se passe bien. Alors on a assisté à certains de ces relâchés avec Vaquita, on va revoir quelques images, c'est super émouvant à chaque fois de voir ces animaux absolument magnifiques retrouver la forêt après avoir été soignés. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là là, quand on ouvre la cage? Là, particulièrement, c'était Évalude. Donc, c'est une femelle de lynx qu'on a accueillie le 14 février. Et en fait, elle avait été victime d'un tir illégal. Elle avait la patte qui avait été éclatée par une arme de chasse. Et elle avait erré plus de 3 semaines avant qu'on réussisse à la récupérer. Donc, quand on l'a récupérée, nous, déjà, on était ravis d'avoir réussi à la capturer. Et en fait... il y a eu d'énormes complications sur sa fracture. On pensait à la base que tout allait bien se solutionner. Et en fait, compte tenu du temps entre la découverte et la prise en charge, il y a eu des infections, des surinfections sur ses fractures. Et on a mis 15 mois pour réussir à la rétablir et à pouvoir la relâcher. Ah ouais. Donc là, c'était vraiment un pied de nez au gros braconnier. Et elle va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, elle va bien. Elle se déplace normalement, elle est suivie avec son collier GPS. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que, je ne sais pas si tu as vu notre post tout récent, les communes qui ont accepté de mettre des panneaux anti-collision, c'est des communes... Alors les panneaux anti-collision, juste pour préciser, c'est des panneaux de signalisation routière pour dire aux automobilistes de ralentir dans les zones où il y a des lynx. Oui, parce que pour dire les choses brièvement, en fait, la principale cause de mortalité, c'est la collision routière. Ouais. Et le seul levier d'action, c'est de dire aux gens, hey, réveille-toi, ralentis, voilà, c'est ça. Et du coup, comme l'État est complètement inerte dans ce domaine, on a décidé d'autofinancer des panneaux qu'on offre aux communes. C'est un peu l'inverse de ce qui se passe habituellement. On ne demande pas de subvention, on subventionne les communes pour leur offrir des panneaux qu'elles mettent, si elles l'acceptent, à la sortie des communes. Et là, les 3 communes qui ont accepté de mettre ces panneaux, c'est dans le secteur où Évalude, parce qu'on est allé chez eux en leur disant, regardez, elle a traversé 92 fois la route dans les 2 mois écoulés. Et là, il y a vraiment un danger. Il faut essayer de faire en sorte que ça s'arrête. Est-ce qu'on peut revoir juste les images du relâché du lynx? Parce que je crois qu'il y a
Parfois, vous invitez des gens à venir assister à ces relâchés. Suzanne, c'est un truc qui pourrait te tenter. Tout à l'heure, tu te cachais les yeux pour la chasse baleinière. Là, c'est un truc plutôt... J'ai passé une bonne partie de la soirée à cacher un peu les yeux, là, mais effectivement, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un animal retrouver la liberté. Il faut ouvrir les cages. Je crois qu'on est en 2025, il faut arriver à sauver les animaux, à arrêter de les enfermer déjà pour les prendre en photo de plus près ou faire des choses pareilles. Et encore, que des gens bien ce soir. Je suis ravie d'être là et d'entendre qu'il y a des humains qui font des belles choses sur cette terre. Et souvent, on voit le noir, on voit les choses un peu dures, mais il y a des issues très positives, comme on le voit sur cette image de liberté. Et bravo à vous. Il reste environ 150 lynx en France. Comment on explique qu'il y ait encore du braconnage, même sur une espèce protégée? Ça paraît dingue quand même, on se dit, on pourrait les laisser tranquilles, eux. En fait, le lynx, c'est une espèce qui a une évolution, qui est le résultat d'une évolution très aboutie. Il chasse sans 4x4, il gère très intelligemment ses ressources alimentaires, contrairement à d'autres personnes qui en sont extrêmement jalouses. Et de qui parles-tu? Je sais pas, devinez. En gros, c'est ça, c'est le fait qu'une minorité d'usagers du milieu naturel refuse l'idée de la concurrence. On parle des chasseurs. On parle des chasseurs, ouais. Et en fait, du coup... Donc en gros, ils tirent sur les lynx parce qu'ils reprochent aux lynx de manger des chevreuils, quoi. Voilà, et ensuite, ils les démembrent et ils cachent les morceaux dans la forêt, ce qui fait qu'il est très très difficile de mettre en évidence un acte de braconnage. Et les 2 seuls cas qui ont été jugés sur plus de 35 cas avérés l'ont été sur des témoignages et pas sur la découverte d'un cadavre. Donc c'est important de cafeter. Pour votre photo de l'année, Laurane et Gilles, vous avez choisi une vidéo, donc c'est pas une photo, et il s'agit d'un relâché de vautours que vous avez fait tous les deux ensemble. Voilà, en fait, c'est juste pour dire, la captivité n'est pas une fatalité. L'histoire de ces vautours, c'est qu'on a été réquisitionné par l'administration judiciaire pour une saisie et la prise en charge d'animaux qui étaient détenus illégalement dans un parc zoologique. Ils faisaient des démonstrations de vol. Il faut rappeler que les voleries, c'est des delphinariums en plein air. Ouais. Hein, c'est un peu la même chose, c'est le même principe. C'est privation de liberté, privation de nourriture. Donc tout ça pour dire que sur plus de 100 oiseaux saisis, plus de 60 ont retrouvé la liberté. Comme quoi, ces vautours, après 15 ans de captivité, ont pu être relâchés et vivront encore 15 ans en liberté. Donc c'est possible pour certaines espèces. Et comme le disait Lamia, ça va un petit peu à l'encontre du monde de la captivité lucrative, pour qui, si on arrive à prouver qu'on peut relâcher un oiseau ou un autre animal qui a été captif de nombreuses années, en fait, on casse la machine à gagner du fric. Oui, parce que le discours, c'est une fois qu'ils sont captifs, ça ne sert à rien d'essayer de les relâcher, il faut les garder en cage. C'est complètement faux. D'ailleurs, on a un grand nombre des oiseaux qu'on a relâchés ont été suivis, et donc on a la preuve, la démonstration que ça marche. En tout cas, bravo Hugo, pour votre... Hugo, est-ce que vous avez les images Vous savez, quand vous avez relâché les candidats de la Starac, alors là, par contre, on ne peut rien faire, désolé. Échec absolu. Totalement incapable. Justement, on en a un candidat de la Starac. Quentin Mosiman, vas-y. Ça me permet de vous rappeler que je l'ai gagné et tout va bien. Mais oui, c'est vrai, j'ai dit candidat. J'ai dit candidat, mais t'es un gagnant de la Starac. Oui, merci en tout cas. Merci et bravo pour votre action. Et pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas, comme les autres associations, à soutenir le Centre Athénas, parce que c'est avec les dons que ça fonctionne. Merci Gilles, merci Laurane. On va passer maintenant à notre dernier récompensé de la soirée. Mais en même temps, après on va pouvoir faire la fête avec Mosiman. Et boire un maximum d'alcool de la Biocoop. De l'alcool bio. Oui, de l'alcool bio, de la Biocoop. Est-ce qu'on a dit Biocoop à cette fois? Biocoop. Mais, mesdames et messieurs, il est parfois un peu flippant avec ses couteaux en bandoulière, même si c'est un peu sexy quand même. Mais en réalité, c'est une crème. Ses vidéos sur YouTube cartonnent et en 2024, il a ouvert encore un nouveau restaurant qui s'appelle Colère à Paris. C'est hyper stylé comme titre de restaurant. Peut-être que je m'enflamme trop sur ce titre, j'ai pas envie de finir cette phrase. Il est toujours complet. Bref, il a trouvé la recette du succès et il en a un peu marre qu'on fasse toujours les mêmes jeux de mots pourris quand on le présente. C'est le chef Éloi Spindler, s'il vous plaît. Bravo chef. Voici votre award chef. Félicitations. Merci d'être venu, c'est cool. Parce que là, il y avait un service ce soir. Il y a des services non ouverts 7 sur 7, midi et soir. Ah oui, donc là, tu rates un service pour nous. Perso, pas ouf. Ouais.
Vie perso. Après, je peux pas y être tous les jours. De toute façon, oui. techniquement, il n'y a que 24 Par heures. rapport au de journée. sommeil, ouais. Oui. Et puis je peux pas être aux 2 restaurants au même moment, donc enfin, c'est de plus en plus ancré dans l'univers collectif que certains chefs sont quand même moins présents au restaurant. Mais ce qui est hyper important, c'est d'avoir des super équipes qui peuvent porter les valeurs. Ça se voit au niveau du pull. C'est bien le pull. Est-ce que tu veux dédicacer ce prix à quelqu'un ou quelqu'une en particulier? Alors à tous mes producteurs qui n'ont pas choisi la facilité des engrais chimiques et autres, et qui, je pense qu'ils ont fait des choix qui sont vraiment pas faciles, ils sont pas souvent bien soutenus, ils serrent les coudes entre eux, et je pense que c'est important d'avoir un devoir de mémoire pour ces gens qui triment. Mais qui au final, je pense, s'y retrouvent beaucoup mieux que ceux qui ont été financés par... Parce que c'est pas pour rien qu'on a décidé de te remettre l'award du chef de l'année ce soir. C'est non seulement tu fais attention à ton approvisionnement, les producteurs auprès desquels tu te fournis, mais tu travailles aussi sur le gaspillage. Tu es très engagé sur le gaspillage. Totalement. Nous, on parle de millions de tonnes qui sont jetées rien qu'en France tous les ans. Nous, on fait vraiment attention à au travail déjà de l'agriculteur, qui va donc, c'est une vraie énergie en fait d'avoir une ferme en polyculture où potentiellement un mois de l'année les carottes vont pas pousser parce que la météo n'aura pas été bonne, mais donc il y a une vraie réflexion en amont et donc l'idée c'est de valoriser leur travail, de valoriser ce que nous donne la terre aussi. Donc tout ce qui rentre dans les restaurants est traité à 98%, donc on fait au moins une extraction de goût. Je pense aux os, je pense aux épluchures. Ouais. Et c'est hyper important pour nous. Parce que tu as commencé dans les palaces, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et là, tu as été confronté à un sacré gaspillage. Le pire truc que tu as vu dans un palace de gaspillage? Je ne dirais pas le palace, mais j'ai vu un bouillon de volaille. Ils mettaient des poules entières en cuisson. Et une fois que le jus avait pris le coup de la poule à la poubelle. Ah oui, quand même. Mais sans vergogne. Il a fait une crise cardiaque. En plus d'être un grand chef, tu fais des vidéos qui cartonnent sur TikTok, sur Insta, avec un concept anti-gaspi que j'adore. J'ai vécu personnellement. Ça s'appelle Finis ton assiette. Voilà. Et je me souviens que tu invites certaines personnalités qui ont envie de gerber. On a des images. Tu leur proposes d'apprendre à aimer des aliments. Tu grignotes du navet à l'aube. Là, il y a le goût qui monte là. Ça me dégoûte. A few moments later. Goûte, à toi l'honneur. Non mais en vrai, je suis ravie. Non, parce que tout à l'heure, j'étais vraiment dégoûtée, quoi. C'était hardcore. Non mais c'est incroyable. Les fans, c'est un délice absolu. Est-ce que j'ai réussi à te faire aimer le navet? Bah oui. Non mais vraiment bravo. Je vais la finir cette assiette. Et Maxence aussi, je crois que il a fait ce programme. Pourquoi t'aimes pas les olives? Pourquoi j'aime pas... C'est quoi cette question? Je trouve ça dégueulasse. Ah ok. Je sais que c'est une très bonne olive de Kalamata qui vient de Grèce, il y a un vrai travail. Pas du tout. T'aimes pas du tout? J'aime pas du tout. En tout cas, je vais donner les visions que j'ai. Pour l'instant, ça représente 15%, même pas 10% de la vidéo. C'est mieux. Personne n'a jamais fini son assiette. Ah ouais? Non. Je suis totalement capable. Super bon. On a eu envie d'une petite revanche ce soir. Je me suis renseignée sur l'aliment que tu détestais le plus. Et j'ai trouvé. Et tu vas y passer. Est-ce qu'on peut amener sur le plateau, s'il vous plaît, une petite tartine de Marmite? Une tartine de Marmite. T'es obligé de tout manger, espèce de gros bâtard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est australien, Martin? L'odeur. Non mais lis la composition chimique, je peux pas manger ça. Mais c'est quoi ce truc? Moi, je sais pas ce que c'est une horreur. Attends, sans le pour me faire plaisir, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Je me la fous pas dans la gueule. Hein. Il y a marqué que c'est vegan. Hein. Ah, mais c'est quoi en fait? En fait, c'est comme du viandox. C'est hyper réduit, hyper concentré, plein d'additifs. Ah ouais, ça a l'air vraiment dégueulasse. C'est comme une espèce de crème de bouillon Cubor, en gros. Et toi, pour toi, c'est ton pire cauchemar, parce que toi, justement, t'essaies de. T'as déjà goûté? Non. Ah, vas-y, je t'en Non, bah non. Ouais, non, non, mais il faut. Non, le problème, c'est qu'on va pas gâcher. Le problème, c'est qu'on va pas gâcher le pain maintenant, mais.
Oh merde, on fait du gaspillage alimentaire chez Paquita, c'est terrible. Oh là là. Ah merde, je suis Tout le monde va devoir venir goûter. Ah, j'ai trop le seum. Allez, venez les hippies là, les écolos, venez bouffer un petit bout de machin là. C'est dégueulasse. Ah, papa. C'est épouvantable. C'est immonde. Ah, y a pas de viande là-dedans? Venez goûter ça, viens goûter Martin. Si, c'est super bon. Flo, viens. Viens goûter. Vraiment, personne ne vient goûter. Viens goûter. Maxence, tu veux pas goûter? Allez. Allez, Maxence. Courage. Franchement, c'est Désolée, immonde. elle est énorme, cette tartine. Qui J'imagine mange que là, sérieusement ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font des tartines de ça? Vraiment? En Australie, c'est assez commun. Maxence. Attends, reviens, t'as pas tout pris. La tête de vieille sorcière un peu aigrie. C'est meilleur que les plats des lois? Je vais pas savoir dire si j'aime ou j'aime pas, mais je sais pas dire. Je crois que j'ai un problème en fait, c'est que je sais pas dire si j'aime ou j'aime pas les choses. Bah, les olives, visiblement, tu savais dire si Ça tu ressemble n'aimes un peu à pas. l'olive, en plus Non, c'est c'est hyper dégueulasse, salé. c'est immonde. Ça vient en. Est-ce qu'il y a nos amis de la Biocop qui sont là, qui veulent goûter la marmite? Là, on n'est pas trop sûr. Non, ils sont dégoûtés, Non, ils me regardent avec des yeux genre, arrête, t'as tout gâché. Vous vendez pas ça chez Biocop? Non, impossible. Ah, il peut y avoir de la marmite bio. Éloi, il y a un autre sujet qui te tient à cœur. Ce sujet, c'est les violences en cuisine. Et t'en as témoigné récemment dans les médias de ce qui t'est arrivé plus jeune, lorsque tu étais encore qu'apprenti. Est-ce que tu veux bien nous en parler? On peut en parler. C'est un sujet, en fait, le problème avec les violences en cuisine, c'est que c'est un sujet dont on parle depuis à peu près une dizaine d'années, je dirais. Mais il y a eu beaucoup de pétards mouillés. Donc beaucoup d'apprentis, de jeunes qui se sont fait maltraiter, qui se sont livrés, qui se sont attaqués à des très grands chefs. Et en fait, les vieilles générations font front commun, crient à la diffamation et c'est insupportable. Donc, Ça me rappelle beaucoup de milieux, ouais. Enfin bref, c'est catastrophique. Donc j'ai témoigné sur France Info et là on est en train de travailler avec l'école La Source et avec l'association Restore pour travailler sur un programme d'aide aux victimes. Mais aussi parce que je pense qu'il ne faut pas non plus juste pendre les gens qui persécutent ces gens. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait au moins un accompagnement pour ceux qui sont conscients qu'ils ont un management catastrophique. Et on voudrait aussi du coup les accompagner dans une formation, un coaching, pour qu'eux se sentent bien, parce que pour manager, il faut se sentir bien et être à l'aise avec soi-même. Parce que c'est tout un système, en fait. Ce que tu dis, ce n'est pas des responsabilités individuelles. C'est qu'on a appris à certains chefs à être comme ça. C'est la normalité. C'est la normalité pour beaucoup. Et en fait, il y a cette espèce de syndrome de Stockholm qu'on voit régulièrement en cuisine, où le chef est idolâtré, où c'est le maître dans son château. Et du coup, en fait, dès qu'il dit quelque chose, tout le monde est d'accord. Et en fait, à force de passer des années à entendre ça, ça devient la normalité. Mais est-ce qu'on peut être bienveillant avec ses équipes en cuisine? Est-ce que c'est possible? Je croyais que tu allais dire avec ses équipes. Et j'entends les journalistes de Paquita qui tremblent derrière. Est-ce qu'on peut être bienveillant avec ses équipes? Alors, non, mais en cuisine, c'est vrai qu'il y a une ambiance de tension, il y a un timing très précis, il y a la pression des clients. Est-ce qu'on peut vraiment être dans la bienveillance? Oui, bien sûr. En fait, c'est uniquement une question de gestion des émotions. Et ça s'apprend à gérer ses émotions. Et parfois, moi, je me suis déjà laissé dépasser par la colère. J'ai déjà eu un mot de trop. Donc, évidemment, ça m'arrive de moins en moins souvent. Et surtout, en fait, il faut, de un, s'excuser. C'est le truc le plus important. Et ensuite, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé pour pas que ça arrive la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a pu te dire concrètement en cuisine, à toi? Le truc le plus violent qui t'a le plus choqué Quand je suis rentré dans le même palace de la fameuse poule, premier jour de cuisine, il y a le sous-chef qui est maintenant à la tête d'un restaurant 2 étoiles qui s'est pointé au niveau d'un mec à côté de moi et qui a dit si tu refais ça, je te mets un coup de couteau. Ah ouais, carrément. Première journée. Menace Il était sérieux ou c'était une... d'assassinat? Un humour un peu... A priori, il n'est pas en prison ou alors ça a été bien calmé. Non mais je veux dire, c'était dit sérieusement ou c'était une vanne? C'était dit avec colère, couteau à la main. Ah oui. Non, les violences en cuisine. Et comment il a réagi, le jeune? Alors, il n'était pas si jeune que ça. C'était, je crois qu'il avait seulement un grade, on va dire, en dessous. Bon, il n'a pas dit grand-chose, hein, de toute façon. Mais bon, lui-même, ce mec-là répliquait lui-même les mêmes problèmes. Moi, j'ai failli me mettre sur la gueule avec lui parce qu'il m'avait poussé. Donc, d'accord. Donc, enfin, c'est vraiment le représentatif des cuisines, c'est représentatif des restaurants. Ça l'est de moins en moins. Attention, c'est là où il faut faire attention entre il y a beaucoup de chefs, qu'ils soient étoilés ou non, qui ne répliquent pas ça et qui font un super travail avec leurs équipes, qui donnent des qui donnent des coachings à leurs encadrants, qui respectent en plus de plus en plus
horaires, parce que bon, en restauration, les horaires non rémunérés, on connaît. On va vers le mieux, mais il y a encore trop de tabous et surtout, ce qui est insupportable, c'est surtout les personnes qui le nient en fait, qui sont prêts à aller au litige et en diffamation alors qu'ils savent très bien ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, bravo pour ce combat-là. Bravo aussi pour le combat sur la lutte contre le gaspillage et le sourcing des producteurs. On t'a demandé, comme tous les autres récompensés, la photo de l'année. Tu as choisi 7 illustrations qui montrent en 4 cartes l'évolution de la qualité de l'air à Paris. Est-ce que tu peux nous décrire un peu? C'est une petite victoire, il y a encore tellement à faire, mais ça montre qu'en fait, si on se bat et plus on sera nombreux à se battre, plus il y aura une amélioration et l'amélioration est possible. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que concrètement, entre 2007 et je les avais pas vues ces cartes pour être honnête, entre 2007 et 2023, il y a vraiment moins de pollution à Paris. D'accord, ok, c'est impressionnant. Grâce aux pistes cyclables. Donc tu dis merci à Anne Hidalgo, c'est ça? Tu es le seul Parisien qui dit merci à Anne Hidalgo. Non, je ne suis pas le seul Parisien. Je suis pas le seul Parisien. Si je devais... après, la critique est aisée, mais l'amélioration est là. Ouais. C'est vrai que quand il faut se donner la force de ses moyens, et est-ce que la pédagogie a été faite à côté? Est-ce que l'éducation a été faite à côté? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, le résultat est là. Ah, mais c'est intéressant ça. Fra, tu as constaté la même chose? En tout cas, il y a beaucoup de vélos. Ouais. J'en fais partie, mais... Non, mais c'est génial ça, j'en crois pas mes yeux en fait. T'es sûr que tu franchement, c'est pas dans l'autre sens? C'est la carte de Air Paris, me dit-on dans l'oreillette, qui donc est une source officielle qui mesure la qualité de l'air. Ah, mais c'est top, on finit sur un truc positif. Il faut de toute façon, sinon... Bravo. Très bonne stratégie. Non, mais c'est vrai. On va finir sur cette image. Bravo Éloi. Merci Éloi. Beaucoup, bravo pour ce combat. Merci beaucoup, bravo pour ce prix. Ben voilà. Voilà les amis, voilà Swan. La cérémonie touche à sa fin. On a passé une super soirée en votre compagnie. Je voudrais vous remercier d'avoir tous été présents ce soir, les récompensés, les invités. Merci beaucoup. Merci Swan de m'avoir fait l'honneur de m'accompagner pour présenter cette seconde édition des Vaquita Awards. Merci. Merci aussi à Biocop, encore une fois, qui nous a permis de faire une si belle cérémonie. Si vous le pouvez, mangez bio, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour tout le monde. Et une mention spéciale à toute la team Vaquita qui travaille d'arrache-pied toute l'année. Alors, attention parce qu'on vient de parler du gaspillage, donc tu vas la finir ta carotte. Tu vas la manger en entier. Elle a encore la peau, quoi. Non, mais il y a surtout encore la terre dessus. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toute la team Vaquita qui travaille vraiment très dur toute l'année pour mettre en lumière ceux qui se battent, pour enquêter sur le terrain dans des conditions vraiment pas faciles. Vous pouvez les applaudir très fort. Ils sont sur les 2 tables là-bas et en régie. Merci les amis, merci pour votre travail. On vous laisse avec Moziman qui va mettre le feu, qui va nous offrir un DJ set exclusif et exceptionnel. Merci Quentin, merci Moziman. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de vous abonner sur notre site vaquita.fr et puis on se retrouve très très vite. Merci Swan, salut tout le monde, bonne soirée.